Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous préférer pour vous informer. L'herpès est une maladie extrêmement contagieuse. Elle se transmet par contact buccal ou sexuel et touche des millions de personnes dans le monde. Peu de personnes le savent, mais il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Les connaître et les assumer constitue un impératif. Et puis la croissance démographique en Afrique contraint les producteurs agricoles à plus cultiver la terre pour satisfaire la demande. Face aux nombreux défis de développement, le continent peut compter sur la jeunesse. L'herpès est une maladie extrêmement contagieuse qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Heureusement, en cas de contagion, des traitements existent, mais on peut également la prévenir. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, près de 500 millions de personnes dans le monde sont atteintes de herpès génital. Cynthia Wesso, Patrick Adjaboudjou. L'herpès, une maladie extrêmement contagieuse dont on parle très peu et qui tue silencieusement. L'Organisation mondiale de la santé affirme que 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans, soit 67% de la population mondiale, seraient infectées par le virus de l'herpès. Une infection qui se transmet par contact buccal ou sexuel. Lorsqu'on parle de l'herpès, il s'agit d'une érosion de la peau, douloureuse et inconfortable. Lorsqu'il apparaît au niveau des lèvres, on parle d'herpès labial, le plus courant, connu en tant que bouton de fièvre ou bouton d'herpès. Il peut très vite affecter le reste du visage. Au niveau des organes génitaux, l'herpès génital représente la première maladie sexuellement transmissible dans plusieurs pays. Un rapport sexuel mettant en contact la bouche avec le sexe peut être à l'origine d'une transmission du virus de l'herpès labial. Pour prévenir l'herpès, il existe plusieurs solutions. Il est notamment important de se laver les mains et de faire attention à changer régulièrement sa brosse à dents. Le linge de toilette peut également être aussi un facteur de transmission. Toutefois, des médicaments antiviraux aident à réduire la gravité et la fréquence des symptômes, mais ne peuvent pas guérir l'infection. Les traitements possibles pour l'herpès sont les pommades antivirales pour empêcher le virus de proliférer et ainsi réduire les douleurs. Il est nécessaire d'informer la population sur ce virus tout en luttant contre les tabous qui y sont associés. Je l'annonçais dans les titres, il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Peu de gens le savent, mais les connaître et les assumer constitue un impératif. Le non-respect donc de ceux-ci nuit à des millions de femmes et aux sociétés. Quel est le contenu de ces droits et où en est-on au Bénin en ce qui concerne la mise en application? Les détails dans ce reportage que nous propose Alessandra Diotan. Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain. Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social. Et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligée d'attendre
que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou son tante, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé, à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHU Mel, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières. Et agriculture, parlons-en à présent. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douis Ahossoukwe est un agronome et nous parle de ces défis au micro de Ulvaeus Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que ça, c'est une chance pour le Bénin. Et puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité.
La Tanzanie obtient son feu vert pour exporter son avocat vers l'Afrique du Sud, ceci à la faveur d'un accord bilatéral conclu entre les deux pays sur les normes sanitaires et phytosanitaires. La nouvelle facilité commerciale arrive à point nommé pour l'industrie tanzanienne dont les premiers fruits sont récoltés entre décembre et mars. Cette période coïncide avec la saison creuse pour l'avocat en Afrique du Sud qui est marquée par une pénurie sur le marché. La Tanzanie est le 4e exportateur africain d'avocats, derrière le Kenya, l'Afrique du Sud et le Maroc, avec 9000 tonnes de fruits écoulés en 2020. L'Afrique du Sud est un acteur majeur sur la scène africaine de l'avocat. Si le pays est le premier producteur et second exportateur du fruit, il en représente aussi un importateur consommateur. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Patrick Adjagbodjou. La Banque africaine de développement BAD publie un nouveau rapport sur les perspectives économiques en Afrique centrale. Ce nouveau document indique que l'Afrique centrale a efficacement soutenu la pandémie liée au Covid-19 à partir de mesures de riposte rigoureuses comme le confinement, le port du masque et la fermeture des frontières. Selon ce rapport, la pandémie de Covid-19 aura provoqué une diminution de 2,7% du produit intérieur brut réel de l'Afrique centrale en 2020, la deuxième région du continent la plus affectée économiquement après l'Afrique australe. Afin d'accompagner cette dynamique, l'édition 2021 du rapport Perspectives économiques en Afrique centrale formule quelques recommandations. À court terme, le document propose d'identifier et soutenir financièrement les ménages les plus vulnérables, d'accompagner les petites et moyennes entreprises, surtout dans les secteurs les plus touchés par la pandémie comme le tourisme, l'hôtellerie et le transport. Au Kenya, à partir du 21 décembre 2021, les personnes non vaccinées contre le Covid-19 seront formellement interdites d'accès à toutes les administrations publiques, aux services d'immigration, aux hôpitaux, aux maisons d'arrêt, aux services portuaires et la liste n'est pas exhaustive. Chaque citoyen kényan devra présenter un certificat de vaccination prouvant qu'il est vacciné contre le Covid-19 avant d'avoir accès aux services publics, aux hôtels, bars et restaurants, aux transports en commun et aux lieux publics tels que les parcs nationaux et les réserves naturelles. Avec 4,17% de taux de vaccination atteint à ce jour, le Kenya est encore loin de son objectif de vacciner 60% de sa population d'ici l'année prochaine. En France, les imprimeries manquent cruellement de papier. Les ruptures de stock risquent de survenir dans les jours à venir. En pleine saison des prix littéraires, les éditeurs s'inquiètent. Ils ont du mal à s'approvisionner en papier. À cause des restrictions sanitaires liées au Covid-19, le fret maritime tourne au ralenti et les bateaux embouteillent les ports en attendant d'être chargés. L'édition souffre à la fois de difficultés conjoncturelles liées à la crise sanitaire et de tensions structurelles dues à la fermeture des usines. Une situation qui ne devrait pas s'améliorer avant mi-2022. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.